Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex pour le podcast Sirotons le houblon. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on est en compagnie d'Antoine pour l'épisode Rencontre avec Fauve. Salut Antoine. Salut Alex. Ça va bien ? Bah écoute, super, ouais. Merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast, je suis super content d'être là. Ouais, bah après on en avait parlé déjà, je pense il y a un petit bout de temps, mais exactement, ça c'est l'occasion. Voilà, l'occasion d'enregistrer. Donc bon, on va revenir un peu après sur l'histoire de Fauve, mais là nous on est dans les locaux des cuves de Fauve, donc à Paris, parce qu'on parlera aussi après la brasserie qui est elle sur Montpellier. On va commencer simplement. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement voilà, pour les auditeurs ? Ouais, moi je suis Antoine, donc un des deux cofondateurs de Fauve avec Cyprien. Cyprien, c'est un vieil ami à moi. On s'est rencontrés, on a fait nos études ensemble. Je crois que c'était il y a quasiment 20 ans. Ça me rajeunit pas. Et puis on s'est retrouvés il y a quelques années autour d'une passion pour la bière qui a fait qu'on a décidé de commencer en lançant un brewpub. Voilà, donc une approche un peu originale, qui plus est dans Paris, donc avec des contraintes encore plus complexes. Mais finalement, ce lieu, il est super chouette. On s'est vraiment éclaté à faire les bières qu'on aime boire, des bières bien craft, qui fait qu'ensuite on a découlé, comme tu disais, sur l'ouverture d'une deuxième brasserie à Montpellier, où là on a un peu plus d'espace. On peut encore s'amuser à faire plus de bières. Et donc ça fait maintenant 4 ans qu'on existe. On a ouvert en juin 2019, tu vois. Donc tu vois la petite présentation rapide de Fauve. Voilà, très bien. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est la question suivante, c'est comment tu as découvert la craft ? Du coup, comment, peut-être j'imagine qu'il y a une histoire commune avec Cyprien, comment vous avez découvert la bière craft ? Ouais, alors quand on était étudiant, à cette époque-là, on ne buvait pas encore vraiment de la craft. On buvait de la bière pour le coup. Cyprien était très fan de rugby, moi un peu plus foot, mais on faisait partie des gens qui n'étaient pas forcément les plus studieux à l'école, mais on s'est beaucoup retrouvés autour de la bière. Puis finalement, on a fait un peu nos vies séparément à la fin de nos études, mais Cyprien, lui, il est parti aux États-Unis. Okay. Donc lui, il est biologiste de formation. Et puis en fait, aux États-Unis, il a fait de la recherche en laboratoire où en l'occurrence, il bossait sur des biocarburants. Les biocarburants, il y a aussi des petites levures. Donc en fait, déjà, il avait été une sorte de prédisposition pour devenir brasseur. Mais surtout, c'est là-bas qu'il a découvert le homebrewing et la bière craft. Et donc, il est tombé assez amoureux de la bière aux États-Unis pour finalement revenir en Europe. Et puis après 2-3 choses, en fait, il est devenu brasseur professionnel. Donc lui, pour le coup, avant de lancer Fauve, il a fait 2 ans où il était brasseur dans plusieurs entités. Une dernière entité dans laquelle il a bossé, c'était en Écosse, une brasserie super craft qui s'appelle Drygate. Tu peux regarder, bon, c'est peut-être pas aussi connu que d'autres, mais c'est là qu'il a appris vraiment, pour le coup, à brasser des gros IPA, des sour, etc. Moi, pour le coup, j'habitais à Londres. Donc mon premier taf, c'était à Londres. Et puis bon, ils ont 10 ans d'avance sur nous sur la bière craft. Donc je sais pas si tu as déjà eu la chance d'aller à Londres, notamment dans le sud de Londres, dans le quartier de Bermondsey, où il y a ce qu'on appelle le Beer Mile. Je pense que la dernière fois que je suis allé à Londres, j'étais pas encore en âge de boire. Donc, d'accord. En fait, dans le sud de Londres, déjà à Londres, il y a plusieurs brasseries vraiment incroyables. Donc à l'époque, moi, il y avait Beavertown. Alors c'était pas encore fait racheter par une grosse brasserie, mais j'ai passé beaucoup de week-ends dans la taproom de Beavertown à boire. Je me souviens des Imperial Stout au piment, enfin c'est des trucs maintenant en fait on a tous bu, mais à l'époque c'était quand même assez curieux. Et puis surtout après au sud de Londres, il y avait des brasseries assez historiques qui s'étaient regroupées dans un même quartier, le quartier de Bermondsey, où il y avait je sais pas, Kernel, Bibbieno, il y avait d'autres brasseries. Et puis en fait maintenant il y a encore d'autres brasseries qui ont rejoint, notamment Cloudwater qui est une petite taproom dans le coin. Okay. Et donc c'est là que j'ai vraiment découvert la bière qui avait du goût. Je vais pas te cacher que je suis aussi très très fan des bières un peu traditionnelles. Donc quand je vais à Londres, je suis content d'aller boire des grosses DIPA de Cloudwater, mais je suis aussi hyper content d'aller boire dans des pubs des bières chaudes et sans bulles, donc des grosses bitters, un truc voilà, tu vois, bien au chaud avec la buée sur les fenêtres et un bon fauteuil en cuir. Et ça, c'est un truc que j'adore aussi à Londres. Et puis d'ailleurs, on fait maintenant chez Fauve de plus en plus de bières tradies. On est un peu moins connu pour ça, mais pas plus tard que la semaine prochaine, je crois qu'on va brancher un bitter à Paris. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Tu vois, on s'inspire aussi des bières qu'on a aimé boire dans une autre vie avant de lancer Fauve. Ok. Et alors, à quel moment dans votre vie vous vous êtes recroisé avec Cyprien pour lancer ce projet du brewpub ? Alors on a toujours été très proches. Moi j'habitais à Londres et je crois que j'étais allé le voir une première fois quand il était brasseur pro en Écosse.
Donc Drygate, en fait, donc là où il a bossé, c'est un énorme brewpub. Okay. Je crois qu'il y a une brasserie de 20 hectos avec plus ou moins une salle de concert à l'étage. Enfin, c'est un gros truc. Donc là, on avait bu des bonnes bières là-bas ensemble. J'étais allé le voir aussi sur un festival de cask ale où il y avait genre une cinquantaine ou une centaine de bières servies en casque sur le même lieu. Enfin, c'est un truc qui est évidemment, ça n'existe qu'au Royaume-Uni et donc c'est génial qu'on ait pu partager ça ensemble. Et puis je crois que là où ça a vraiment commencé, c'est quand il est venu à Londres, on est allé sur un autre festival de bière. Et puis en fait, festival, c'est l'histoire un peu classique du t'es un peu bourré avec un pote et tu te dis putain ces bières c'est incroyable, elles n'existent pas en France, allez on va les faire quoi. Et puis on était bourré, puis le lendemain on en a reparlé, et puis quelques mois plus tard ça y est, le projet il prenait forme. Au début d'ailleurs c'était pas du tout l'objectif de faire un brewpub hein. Je sais pas si tu voulais continuer là-dessus, mais nous ce qu'on voulait c'était monter une marque de bière. Il se trouve que après avoir pesé un peu le pour et le contre, après avoir visité des brewpubs et trouvé ces lieux hyper chouettes, on s'est dit que pour se différencier un petit peu, est-ce que en fait lancer un brewpub ce serait pas un élément différenciant qui nous permettrait peut-être de brasser un petit peu moins, d'aller un peu moins vite, mais de pouvoir nous faire connaître peut-être plus facilement, tu vois. Il se trouve qu'ensuite on a décidé de le faire à Paris, donc à Paris c'est plus facile d'avoir du monde. On a réussi à trouver un lieu assez incroyable après en avoir visité quasiment une centaine de lieux différents, mais un lieu qui nous permettait de mettre une petite microbrasserie parce qu'il nous fallait des contraintes de hauteur, des contraintes de portance au sol, qui fait qu'en fait c'était pas si facile de trouver le bon local. Finalement on a trouvé un qui nous a permis de faire exactement ce qu'on voulait, une petite brasserie de 5 hectos. On brasse 2 fois par semaine, on fait 500 hectos à l'année ici, c'est pas gigantesque. En revanche, ce qui a été plus compliqué, c'est qu'il fallait scoltiner aussi une partie restauration en parallèle. Donc ça, c'était un peu moins notre sujet de prédilection. Mais il se trouve qu'en fait, in fine, c'était un beau challenge. Mais je pense que ça a beaucoup aidé aussi à porter la marque. C'est-à-dire, quand les gens ils viennent chez Fauve, mais ils viennent pas à 18h pour boire une super pale ale, pour finalement se barrer, bouffer une pizza et revenir après. C'était un peu l'expérience qu'on avait avec Cyprien quand on allait boire des bières craft dans des bars craft, où en fait il y avait juste une offre de saucissons et de planches, ce qui nous emmerde un peu. Ce qu'on a proposé ici aux clients à Paris, c'est de venir à 18h, de boire une très bonne pale ale, et puis d'enchaîner avec une autre bière, de dîner ici sur place. Tout est fait maison avec des produits frais. Donc étant donné qu'on a des très bonnes bières, et je parle pas que des bières fauves, puisqu'on a aussi la moitié des bières qui sont pas nos bières. Donc quand t'as, je sais pas, une super bière de fermentation mixte, t'as pas envie de lui foutre des nuggets surgelés à côté. Donc en fait on a une super équipe de cuisine, on a 4 personnes en cuisine qui cuisinent vraiment ici. Et puis si tout se passe bien, ils sont contents, ils prennent un dessert, et puis après le dessert, oui on a des Dijon, qui est le truc un peu traditionnel, mais on a aussi des super Imperial Stout. et donc potentiellement ils peuvent venir à 18h et puis terminer à 2h du mat avec j'en sais rien, un ginto, un shot s'ils veulent. Et donc je pense que cette expérience nous ressemble pas mal à Cyprien et moi. Et je pense que avec maintenant un peu de recul, ça a été le meilleur moyen de montrer aux gens ce qu'on faisait et de servir des bières dans les meilleures conditions, parce qu'on a des cuves de service qui permettent de conserver nos bières à une température hyper fraîche. Donc quand on fait une triple IPA, c'est mieux de la conserver à 2 degrés qu'avoir des grosses variations de température. Donc en théorie, aux cuves de Fauve à Paris, on a les conditions optimales pour boire les meilleures bières. Elles ont été conservées dans des bonnes conditions. Elles ont été servies dans des verres adaptés. Elles ont été servies par quelqu'un qui est capable de t'en parler, qui est capable de te raconter l'histoire. Et donc tout ça, je pense, ça fait une expérience assez chouette. On parlait un peu d'expérience immersive, parce que le truc en plus, c'est que tu peux aussi toucher la cuve dans laquelle la bière a été faite. Donc tout ça, voilà, ça nous a permis d'exister. Et puis après il y a eu le Covid, donc voilà. Tu vois, t'arrives dans la question d'après, parce que comme tu disais, le brewpub monté en juin 2019, donc on arrive 9 mois après, crise du Covid, fermeture des bars, des restaurants. Exactement. Quand tu montes un brewpub, donc avec uniquement de la restauration, de la vente en consommation sur place, comment tu t'adaptes? Alors très bonne question. Je pense que c'est là que tu deviens vraiment entrepreneur à ce moment-là, parce que le sujet bière, c'est un sujet, mais l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui est plus vaste. Et il a fallu s'adapter. Donc, ce qui était super, c'est que même si le restaurant était fermé de manière administrative, comme tous les restos de France, pour le coup, la partie production, on avait le droit de continuer à brasser de la bière. C'était un peu le début du conditionnement mobile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On avait 6 fermenteurs de 5 hectos qui étaient pleins.
On a appelé les Bucaneros. Oui, parce que à la base, comme t'es un brewpub, comme tu disais, vous avez vos cuves, vos tanks de service. La bière, elle passe du fermenteur au tank de service pour être tirée sur place. Exactement. Vous n'avez pas du tout de ligne de conditionnement. Exactement, pas de conditionnement. Ce qui fait partie d'ailleurs, enfin, je peux faire une petite parenthèse là-dessus, mais c'est la beauté aussi du concept de brewpub, quoi. Enfin, Bien sûr. D'un point de vue éco-responsabilité, c'est incroyable. T'as pas de conditionnement, pas de transport de marchandises, donc c'était un des éléments qui fait qu'on a voulu faire un brewpub aussi au début. Et donc voilà, pas de conditionnement, donc on fait venir les Bucaneros. On se retrouve comme ça, un peu sans vraiment qu'on ait pu s'y préparer, avec 3 ou 4 palettes de bière. Nous, on n'avait jamais vendu de bière ailleurs. Donc là, on a des canettes. Bon, mais putain, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis en fait, je pense que nos bières commençaient à être un petit peu appréciées. Tu vois, enfin, on commençait à avoir des bonnes notes sur Untappd. Et donc, ce qui nous a permis, en fait, avec ce premier lot de canettes, de signer un premier accord de distribution avec un distributeur. Donc c'est Gros Bière, hein, on le cache pas, et on leur remercie de nous avoir fait confiance dès le début. C'est donc la première fois que des bières fauves ont été bues ailleurs qu'au brewpub. Les retours, je pense, ça a été plutôt bon. Et en fait, de fil en aiguille, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, est-ce que c'est pas le moment de voir un peu plus gros que le brewpub ? Et donc, on en revient en fait à ce que tu disais au début avec Cyprien, votre ambition de créer une marque de bière. Donc là, il y avait une marque en soi, mais qui était une marque dédiée aux cuves, aux lieux où elles étaient produites. Donc là, c'était vraiment le lancement d'une marque. Ouais, t'as raison, c'était encore assez confidentiel, quoi. C'est-à-dire, il fallait vraiment venir sur place pour déguster les bières. Alors, c'était génial au début, parce que maintenant c'est moins le cas, mais au début, il y avait Cyprien et moi derrière le bar tout le temps. Donc en fait, tu voulais peut-être des questions brassage, tu pouvais parler à Cyprien, qui est notre maître brasseur. Et donc, là, c'était vraiment, t'as raison, c'était l'opportunité de développer la marque. Et donc, c'est pendant le Covid, en fait, qu'on s'est dit, où est-ce qu'on va... où est le lieu le plus opportun pour monter une microbrasserie, donc à part entière. Cyprien a décidé de s'installer, en fait, dans le sud, à Montpellier. Nous, on n'avait pas vraiment prévu d'aller à Montpellier, mais il se trouve que c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Oui. Donc, ça nous a permis d'avoir c'est pas un très grand entrepôt, hein, tu sais, on a plus de 400 mètres carrés donc à Moguio, en banlieue de Montpellier. Donc, pas très cher. L'argent qu'on avait, on a réussi à prendre une brasserie de 10 hectos. On n'avait pas assez d'argent pour prendre une 20 hectos, donc on a trouvé avec un truc en fait assez petit. Mais bon, ça nous permettait quand même de doubler la taille des brassins. Et puis, en fait, tout s'est enchaîné. Ça a plutôt bien marché au début. On avait commencé avec 2 fermenteurs de 10 hectos et 4 fermenteurs de 20. Assez rapidement, on a rajouté 5 fermenteurs de 20 hectos. Et puis petit à petit, ça a continué de monter. On a rajouté des fermenteurs. Et puis ça a été un peu l'histoire. Ça fait un peu plus maintenant 2 ans et demi qu'on a monté la brasserie de Moguio. L'ADN de Fauve n'a pas vraiment changé. Hein. On a toujours voulu faire des bières très exubérantes, avec beaucoup de goût. Enfin, vraiment ce qu'on aimait boire et ce qu'on aime d'ailleurs toujours boire. Après, il y a d'autres sujets qui sont arrivés, hein, notamment le programme d'élevage en barrique qui a été vraiment... Je crois que la 3 ou 4e bière qu'on a brassée à Montpellier, c'était un Imperial Stout qu'on a mis tout de suite en barrique pour les bières qu'on a sorties en décembre dernier, qui étaient nos premiers Imperial Stout élevés en barrique. Et donc c'est vrai que je pense que si on avait lancé quelque chose en banlieue de Paris, on n'aurait pas eu les moyens d'avoir quelque chose d'aussi grand. Et donc on n'aurait peut-être pas fait les barriques. Et donc le projet aurait été un peu différent. Donc voilà, c'est la même équipe. Moi, je vis à Paris, Cyprien vit à Montpellier. Les gens qui sont avec moi au bureau à Paris travaillent aussi pour la marque et donc pour les bières qui sont brassées à Montpellier. On n'est qu'une seule société, c'est super simple. D'ailleurs, ce format qui était encore une fois pas un format qu'on avait envisagé dès le début, c'est un format qui s'est retrouvé absolument génial parce que le brewpub à Paris nous permet de brasser toutes les bières qu'on veut. Donc c'est vraiment notre laboratoire. Toutes les bières qu'on brasse à Montpellier, elles ont d'abord été brassées à Paris, testées à Paris. Le dernier exemple, c'est une bière qui s'appelle les Rougeurs de l'Aurore, qui est une Berliner Weiss aux fruits rouges et au gingembre. Donc c'est la première fois qu'on mettait du gingembre. On l'a testé à Paris, on a fait 500 litres. En 10 jours, on a fini un fermenteur de 500 litres, c'était génial. Et donc, un mois plus tard, elle était brassée à Montpellier et elle s'est retrouvée en canette. Donc ça, c'est vraiment le format qu'on a maintenant. Le laboratoire de Paris, on teste tout. Et puis ensuite, dès que ça marche, on envoie sur des plus gros volumes à Montpellier. Tu les qualifierais comment les bières de Fauve ? Est-ce que tu... Un petit truc unique, non ? Nous, je sais pas si c'est vraiment le slogan, mais on avait beaucoup réfléchi à ça avec Cyprien au début. Et en fait, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que Fauve, c'était 3 mots. C'était craft, science, art. Donc craft, c'est vraiment de dire qu'on
On a une approche moderne. On réfléchit pas en bière blanche, blonde, ambrée. On réfléchit plutôt par style de bière. Et donc il se trouve, si tu vas sur Untapped, je vais pas regarder, mais je crois qu'il y a plus de 200 bières fauves qui ont été faites ou quelque chose comme ça. Faudrait vérifier. Je peux aller vérifier une centaine. Donc ça, c'est vraiment l'ADN craft qu'on a depuis le début. Et si tu veux, je pourrais en discuter un peu plus tard, mais le phénomène de release qu'on fait, je pense, c'est très révélateur de notre approche. 232 bières différentes. Tu vois, bon, voilà, en 4 ans, alors que ça fait que 2 ans et demi qu'on a monté Mogio, c'est pas mal. Et si tu veux, on pourra parler des releases plus tard. La partie science, c'est un truc qui est très important pour nous. On pense que pour exister sur le long terme dans un marché qui est très compétitif, faire des bonnes bières, c'est bien, mais faire des bières avec une stabilité irréprochable, c'est mieux. Donc tu vois, typiquement, un de nos gros objectifs sur 2024, dont j'ai parlé à l'équipe, c'est un objectif qui n'est pas très sexy, qui n'est pas très fun, qui n'est pas très drôle, mais c'est un objectif de fiabilité. Ouais. Donc je leur ai dit, c'est bon, maintenant, Fauve et je pense que les gens apprécient nos bières. Maintenant, il faut qu'on arrive à être absolument irréprochable toute l'année. Donc ça, c'est la partie vraiment science et qui est en fait chapeautée par Cyprien, qui avec son background de biologiste, qui fait que je pense qu'il est très bon dans ce qu'il fait. J'ai beaucoup de chance d'avoir à côté de moi et donc c'est vraiment lui la tête pensante de Fauve et donc je pense qu'il comprend très bien et que ça nous permet d'être assez irréprochable là-dessus. Et la partie art, t'en as touché 2 mots tout à l'heure. Ouais, ça faisait partie de la marque. Alors là, c'est plus un aspect marque. L'art, en fait, c'est aussi lié à la créativité. Donc, en fait, on se veut aussi des brasseurs assez créatifs chez Fauve. C'est pour ça qu'on fait des recettes très différentes tous les mois. La partie artistique, elle est quand même très visible sur nos canettes. Donc, l'idée est très simple et on l'a fait depuis le début et ça n'a pas changé. Dès qu'on sort une nouvelle bière, c'est un ou une nouvelle artiste qui illustre la canette. Okay. Donc c'est beaucoup de travail pour nous. Et beaucoup d'artistes différents du coup, vu qu'on a dit 200... Mais pareil, alors ça malheureusement, il n'y a pas l'équivalent d'Untapped pour ça, mais quand tu vas sur notre site internet, on a une page profil de chacun des artistes avec qui on a collaboré. Je crois qu'on est peut-être pas à 100 artistes, mais probablement on ne va pas être très loin. Ce qui fait qu'en fait, toutes les semaines, on discute avec de nouveaux artistes. Tu vois, c'est simple, si on sort entre 6 et 8 bières par semaine, il n'y a pas que des nouveautés tout le temps, il y a de temps en temps des petites rééditions, quand il y a certaines bières qu'on nous redemande. Mais si à chaque fois il y a 2-3 nouveaux artistes, en fait, il faut parler avec eux, il faut leur vendre le projet, leur expliquer ce qu'on fait. Au début, c'était plus compliqué que maintenant, puisque maintenant, en fait, on a un super réseau d'artistes qui nous recommandent. Ils ont toujours été contents des collaborations qu'on a fait avec les artistes. Et donc, résultat, ça fait un peu effet boule de neige, mais c'est quand même du travail parce que j'imagine. Notre objectif, c'est de sélectionner des artistes parce qu'on aime ce qu'ils ou elles font, et dans un second temps, de leur laisser vraiment carte blanche. La seule chose qu'on leur dit, c'est 3 mots. Pareil, je sais pas pourquoi on raisonne que toujours en 3 mots, nous, mais couleur, texture, abstrait. Donc on veut qu'il y ait de la couleur, de la texture, et que ce soit pas trop figuratif. Le risque du figuratif, c'est que tu te retrouves avec des petits ananas tout le temps parce qu'on dit que c'est des bières fruitées. Bon. Et donc, quand tu regardes nos canettes, je pense que ça reflète bien cette espèce de direction artistique qu'on a donnée. Et ça fait maintenant vraiment partie de notre ADN. Et le fait d'avoir le lieu à Paris nous permet aussi d'aller un cran plus loin au niveau de l'art. Tu vois, c'est aussi un outil qu'on utilise pour faire des soirées vernissage avec les artistes avec lesquels on fait les collaborations. Donc, dès qu'on lance une nouvelle bière, on fait ce qu'on appelle les soirées Beer and Art, où on invite 2 ou 3 artistes ici. Et le lieu à Paris, le Brewpub, devient une galerie d'art où ils affichent leur toile, soit sur les murs, soit sur les cuves. Ça fait toujours des jolies photos. Et puis ça fait des soirées assez fun où ils viennent tous avec leurs potes et on passe des bons moments ensemble ici à Paris. On l'a fait d'ailleurs aussi à Montpellier, d'ailleurs. Faut pas oublier qu'on a fait aussi des soirées à Montpellier. Notamment, je me souviens d'une soirée avec Kéline Durand qui était vraiment chouette. Donc voilà, je sais pas si j'ai défini Fauve, mais en tout cas, Craft Science Art pour moi, ça définit bien ce que. T'as repassé sur 2 points que je m'étais noté, justement, ce slogan Craft Science Art, où justement je trouvais que autant Craft, bon, le mot est assez évident quand on connaît vos bières, Art, voyons les canettes, c'est pareil, assez évident, Science, c'était peut-être plus obscur quand tu ne connais pas le background, donc tu l'as bien expliqué. Et sur la partie art, il me semble que c'est aussi de là que la brasserie tire son nom, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, absolument. Fauve, ça s'inspire du fauvisme. Bon, ça c'est l'explication un peu relou, mais c'est comme ça quand on a lancé cette marque, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de marques qui étaient souvent avec des couleurs assez dark, tu vois, avec des têtes de mort, des cornes de cerf.
Et je cite pas de nom parce qu'il y a certaines de mes brasseries favorites qui sont comme ça. Sûr. Mais nous, on a voulu faire un truc qui était un petit peu différent, qui nous représentait plus, qui était beaucoup plus au niveau de l'art. Et il se trouve que, bah oui, le fauvisme, donc je sais pas si tu connais, mais c'est un courant artistique du début du XXe qui a vraiment libéré la couleur. Et il se trouve que c'était assez proche de ce qu'on avait en tête. Et donc, fauvisme, fauve, c'est un nom assez court qui claque, ça reste bien dans la tête des gens. Il y a aussi un groupe de musique et une danseuse qui s'appelle comme ça. Mais c'est des connotations qui sont en fait assez positives, je pense. Et donc, on n'est jamais revenu en arrière et on est très content de ce nom-là. Je reviens juste sur le lancement de la brasserie à Montpellier. Comment s'est fait la transition justement pour passer de on a un brewpub, on brasse nos bières sur un format 5 hectolitres à on monte une brasserie? Est-ce que il y a eu, je sais pas, peut-être dans le choix du matériel pour la brasserie, l'envie de partir sur quelque chose qui soit similaire au brewpub, mais un peu en taille supérieure pour pouvoir facilement adapter les recettes? Est-ce qu'il y a eu une réflexion comme ça de... Ouais, c'est un point qui est très important. Ce qu'on sait, c'est que une recette qu'on peut donner sur un format A4 et qu'on maîtrise sur un format, quel qu'il soit sur un format homebrew, soit sur un format typiquement sur une petite brasserie de 5 hectos comme on a là, l'adapter sur une autre brasserie, c'est hyper dur. T'as jamais le même résultat. Donc nous, c'est vrai, c'est clairement un élément qu'on a pris en compte. Et ça s'est matérialisé comment? C'est qu'en fait, on a acheté la même brasserie que celle qu'on a à Paris. On l'a juste acheté un peu plus grosse. Donc on a acheté une brasserie de 10 hectos, une brasserie de 5 hectos, mais c'est la même marque, c'est EasyBro, des Italiens. On est hyper satisfaits de ce qu'ils ont fait. Si jamais certains veulent lancer une brasserie et veulent des conseils, vraiment, n'hésitez pas à nous demander, on pourra vous en dire du bien. On a quand même amélioré un petit peu la brasserie. Donc tu vois, typiquement, on a rajouté un échangeur tubulaire qu'on n'a pas à Paris, mais qu'on a à Montpellier, qui nous permet de faire des whirlpools aux alentours de 80 degrés avec des températures beaucoup plus faibles. C'est un truc qu'on ne pouvait pas faire à Paris. Donc en théorie, on est censé faire des meilleures bières à Montpellier grâce à ça. Et donc, en fait, faire une règle de 3 pour passer d'une recette faite à Paris à Montpellier, c'est assez facile. Si on avait pris une brasserie d'une autre marque, complètement différente, tu vois, si par exemple on avait pris une 3 cuves linéaires alors qu'ici à Paris on a une 2 cuves, ça aurait été vraiment plus compliqué. Là on a pris strictement la même brasserie, juste 2 fois plus grosse. Mais t'as raison, parce que ça fait peur, tu vois. Ça fait peur de dire une IPA que les gens connaissent, Rejaillir le feu, qui est une bière qu'on fait pas mal. Les gens qui viennent à Paris, ils sont trop contents de l'avoir à la pression. Le jour où ils la retrouvent en canette faite à Montpellier, et en fait la bière elle a rien à voir, franchement je serais d'accord avec eux s'ils sont un peu mécontents. Oui, t'as beaucoup de brasseries en plus, quand je parle avec des brasseries craft, t'en as beaucoup qui me disent qu'un des plus gros challenges d'une brasserie craft, c'est de reproduire la même bière 2 fois. Mais j'imagine que reproduire la même bière 2 fois en plus sur un outil différent, c'est encore un challenge supérieur. Ouais, t'as tout à fait raison. Et donc là maintenant, je peux pas te garantir qu'on arrive à exactement les mêmes résultats, mais on maîtrise maintenant bien nos deux outils. Et donc quand une recette marche bien à Paris, en fait, je vais même pas te cacher qu'on fait jamais exactement les mêmes recettes parce qu'on a toujours des trucs à adapter. Mais c'est des adaptations en général qui sont à la marge, qui nous permettent juste de faire une bière un petit peu meilleure. Et voilà. Je reviens juste du coup sur la partie plutôt art et sur les visuels des étiquettes. Donc, tu expliquais que vous travaillez à chaque fois avec des artistes différents. Tu m'as aussi expliqué que voilà, il y avait 3 mots-clés qui étaient utilisés pour leur donner des directions, mais ce qui veut dire que au moment où toi tu brasses une bière, tu ne sais pas encore comment elle va être illustrée. Est-ce qu'il y a, ou alors je sais pas comment ça se passe. Est-ce que vous avez peut-être un portfolio de différentes créations déjà faites que vous adaptez à la recette ou... Ouais, alors il n'y a pas de règle. De temps en temps, il y a certains artistes avec lesquels on bosse qui, je sais pas, alors je vais peut-être tourner le problème différemment. Parfois, on leur dit, on va faire telle bière, c'est ta source d'inspiration, elle va s'appeler comme ça, et vas-y, amuse-toi. Ça, on l'a fait un petit peu au début. Maintenant, on le fait un petit peu moins. Parce qu'en fait, on préfère que les artistes fassent ce qu'ils savent faire. Parce qu'en fait, on les a sélectionnés parce qu'ils savent parce qu'on aime ce qu'ils font. Et donc, le résultat qu'on a à chaque fois est hyper satisfaisant. En revanche, quand par exemple un artiste nous fait une étiquette qui est trop belle et qui est, je sais pas, par exemple, je repense au Rougeur de l'Aurore, qui a une tendance un petit peu rouge, on va se dire, ça, ce serait génial pour la prochaine bière au fruits rouges qu'on fera.
Ça, on peut le faire. C'est le cas aussi sur nos bières noires. Ce qu'on aime bien sur les Imperial Stout, c'est qu'il y ait des étiquettes qui soient plutôt foncées. Alors nous, c'est toujours très coloré, mais quand il y a des couleurs qui sont un peu plus sombres, en général, on dédie ces bières-là, ces étiquettes-là, pardon, ces illustrations-là pour des bières noires. Mais l'idée de laisser carte blanche aux artistes, c'est un truc qu'on a envie de faire. Si on met trop de contraintes, en fait, peut-être que les artistes vont être un peu moins fiers des illustrations qu'ils ont fait, et donc il faut leur laisser un peu de liberté. Vous voulez leur laisser un peu de liberté sur leur. Ça reste leur création, donc. Ouais. Non, il y a même un autre truc dont on n'a pas parlé, mais là j'y pense parce que je le vois. Mais on a aussi une grande fresque qui est sur un des murs de notre brewpub à Paris, et tous les artistes avec lesquels on collabore, on leur dit si ça vous intéresse, allez-y. C'est une fresque qui par essence a vocation à être temporaire, et donc tous les mois, tous les 2 mois, il y a un ou une nouvelle artiste qui vient faire la fresque à l'extérieur. Donc ça aussi, c'est un format qui est différent. Autant le format canette, c'est un truc, en général, les artistes l'ont jamais fait. Là, c'est petit, c'est 10 cm de long. Et donc, en général, les artistes aiment bien exprimer leur art sous contrainte. Autant le dire, maintenant, tu passes de 17 cm à 4 mètres de long et 3 mètres de haut. C'est encore un nouveau truc. Et donc ça, ils aiment bien le faire aussi. Tu as évoqué rapidement les noms. Parce que tu disais que parfois, tu communiquais le nom de la bière aux artistes. Comment ils sont sélectionnés, vos noms? Parce qu'ils sont quand même très... reconnaissable. Je pense qu'en général, quand tu entends le nom d'une bière fauve, tu peux identifier que c'est une bière fauve. Exactement. J'ai un peu honte parfois quand les gens parlent de ce sujet-là, parce que parfois c'est vrai qu'on va chercher des noms qui vont un peu loin. Le fait qu'on arrive sur des noms assez d'inspiration un peu poétique, très longs comme ça, qui emmerdent les gens qui doivent écrire nos bières sur les menus. Au début, c'est parti un peu de blagues entre nous, et on nous dit on a cette approche artistique. En vrai, nous, on n'aimait pas vraiment les jeux de mots. Tu vois, les mauvais jeux de mots pour les noms de bière, c'est pas un truc qui nous plaisait beaucoup. Et on s'est dit, mais pourquoi on va pas chercher des sources d'inspiration dans l'art, et donc dans la poésie, et donc dans certains titres de musique qu'on aime bien. Et donc, en fait, on a des références qui sont soit des références de musique un peu populaire. C'est le cas de Rejaillir le feu, par exemple, c'est une chanson de Brel, ce genre de choses. Soit c'est des vers de poésie. Mais à chaque fois, il y a vraiment une référence. Ouais, ça sort pas ça sort pas de votre tête. Non, ça sort pas de notre tête. Et ça peut, nous, ce qu'on a, c'est comme ça, tu sais tout. C'est une base de données où n'importe quelle équipe peut suggérer des noms. Dès qu'en fait, il est là, il parle d'un truc avec sa grand-mère autour du café le dimanche sur un repas de famille, et je sais pas, il entend un vers de Baudelaire et ça lui plaît, et bam, on le met. Et puis en fait, à un moment ou à un autre, peut-être qu'on va piocher ce vers-là, parce que la recette, parce que les ingrédients qu'on a mis peuvent correspondre à ce vers-là. Donc voilà. Donc je m'excuse officiellement. Comme ça, je leur ai dit une bonne fois pour toutes, auprès de toutes les personnes qui doivent écrire les noms des bières fauves sur les tapistes dans les bars. Mais ouais, les gens en parlent, et je trouve que c'est, encore une fois, c'est une connotation un peu positive, on en rigole. Je crois qu'il y a même certaines personnes qui font des podcasts, des podcasts disant fauve ou pas fauve, et je vise personne. Ce podcast, petite parenthèse, mais était absolument hilarant, même pour quelqu'un comme moi, parce que je l'avais écouté. Est-ce que t'as eu tout bon au podcast? Alors, je fais partie des gens qui sont plutôt bons là-dessus, même au sein de l'équipe fauve, mais c'est plutôt moi qui chapeaute cette partie-là. D'accord, donc moi, je forcément maintenant à me rappeler. Mais il y a certains noms qui ont été suggérés qui n'étaient pas des noms de bière, et je crois que je les ai rajoutés dans la base de données. Ah, je vais peut-être en voir apparaître. Je ferai une petite dédicace à un moment si jamais on en choisit un. Super. T'évoquais, on en parlait quand on évoquait la reproductibilité d'une bière à différentes échelles. On peut dire que Fauve va quand même garder une attache avec le monde du brassam, puisqu'il y a une partie de vos recettes qui est disponible sur votre site internet, justement à destination des brassams et adapté à un format brassam. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous vouliez garder Ouais, c'est hyper important pour nous. Cyprien et moi, on était brasseurs amateurs avant de lancer Fauve, donc il y a beaucoup de recettes qu'on avait testées en brassam avant. Donc on a, tu l'as vu dans la bibliothèque derrière, on a tous les bouquins de brassam qui existent. Soit des choses qu'on avait achetées avant, soit on continue de les acheter maintenant. Ce qu'on a voulu faire, c'est maintenant qu'on est brasseur professionnel et qu'on a peut-être des connaissances un petit peu plus abouties, de partager ça, de rendre ça à la communauté des brasseurs amateurs. Et des brasseuses amatrices, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y en a beaucoup aussi. On avait commencé à le faire
Je sais plus quand, si c'était dès le début ou pendant le Covid, je sais plus. Mais en fait, assez tôt. Donc, nos premières recettes existent maintenant depuis pas mal de temps. On essaie d'aller très loin. C'est-à-dire, c'est pas juste la feuille A4 que tu peux imprimer avec juste, j'en sais rien, tes températures d'empâtage, les variétés de houblon et quand est-ce que tu les mets, et ta souche de levure. On fait des articles de blog qui font parfois 4 ou 5 pages où on explique en détail et on essaie de répondre à toutes les questions qu'un brassam pourrait se poser. Pourquoi ? C'est parce que en fait, c'est des connaissances qu'on n'avait pas quand on était brassam. De temps en temps, tu vois, tu as juste une feuille A4 justement avec les éléments de base. Je sais pas si tu connais par exemple le bouquin de Brewdog où ils ont partagé une centaine de leurs recettes. En vrai, c'est super utile et franchement, il faut les remercier parce que nous, on s'en est inspiré aussi à une époque. Indépendamment de tout ce qu'on peut dire sur Brewdog, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, quand t'expliques comment tu fais ton traitement de l'eau, tout de suite, en tant que brasseur amateur, quand tu as envie de faire des super bières, tu as des connaissances qui existent, en tout cas, qui sont moins répandues. Et donc, on s'est pris un petit peu au jeu. On avait commencé par 2 ou 3 recettes. Maintenant, effectivement, on en a 15. On a même beaucoup plus que ça. On a créé une adresse email brassam@fovien.com où en fait n'importe qui peut poser une question et on essaie de répondre aux questions. On fait peut-être pas une fois par mois parce qu'on n'arrive pas à le faire, mais une fois tous les 2 mois, je pense à Paris, les réunions du Fauve Homebrew Club où le Fauve Garden, qui est la petite salle derrière, est réservé le lundi soir pour tous les brasseurs ou les brasseuses amateurs amatrices qui viennent avec leurs échantillons et on se fait goûter les trucs et c'est notre brasseur Anthony à Paris qui anime cette sorte d'atelier où à chaque fois on a un thème dont on discute avec tous les brasseurs et toutes les brasseuses et on aimerait le faire encore plus. Je sais pas, peut-être qu'un jour il y aura un bouquin qui sortira, je sais pas. C'est un truc qu'on aimerait faire avec Cyprien depuis très longtemps. Toutes nos recettes sont aussi disponibles en format Beer XML. Donc, je sais pas s'il y en a qui sont sur Beersmith ou sur Littlebox. Mais en fait, nos recettes sont dispo sur Littlebox. Donc, c'est trop bien. Tu peux les adapter hyper facilement sur ton outil de brassage. Et donc, typiquement, tu sais maintenant qu'on va sur les festivals. Donc, on bouge de plus en plus sur les festivals en France. Les gens viennent nous voir en disant je suis brasseur amateur. Merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est trop sympa. Et en fait, in fine, ces gens-là... Ils voient le travail qu'on a mis, c'est beaucoup de temps qu'on a passé, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts qu'on a passé à faire ça. Et je pense qu'ils nous le rendent bien, je pense qu'ils nous remercient vraiment. Et en fait, ça devient des vrais ambassadeurs de Fauve dans un second temps. C'est des gens qui disent... parce qu'évidemment, les gens qui sont brasseurs amateurs, je pense qu'ils aiment bien la bière. Normalement, ouais. Et donc, quand tu dois faire ta première triple IPA, ta première Imperial Stout, ta première sour, ton premier kettle sour, où tu sais pas comment on fait, quand tu as 5 pages qui t'expliquent étape après étape comment tu fais, même s'il n'y a pas tout... je pense que c'est du contenu de grande qualité. Donc, quand on fait une bière chez Fauve, on va très loin dans la définition de la recette. Quand on propose une bière, une recette en brassage amateur, on file tout. Tu vois, une de nos valeurs de société, c'est la transparence. Tu vois, je t'ai fait visiter la brasserie tout à l'heure, je n'ai rien caché. Et n'importe qui vient ici, tu vois, les cuves, elles sont visibles. Le soir, si tu veux te balader entre les cuves, tu te balades entre les cuves. Il y a écrit sur les fermenteurs ce qu'on brasse. Tu peux poser des questions à n'importe qui. Le brasseur est là jusqu'à 17h30 tous les soirs. Si tu veux venir et parler avec le brasseur, tu le fais. Donc ça, c'est... Ouais, j'espère que les gens pensent qu'on est des gens sympas chez Fauve. Je pense que oui. Comment vous choisissez les recettes que vous publiez justement parmi, on a vu les 200 et quelques bières sur une table, tu me dis il y en a quoi, une petite vingtaine là qui est une quinzaine, ouais. J'en ai 4 ou 5 encore à revoir et j'arrive pas à trouver le temps de le faire, je m'excuse. La dernière bière qu'on doit faire, c'est la recette qu'on a faite en collab avec les buveuses de bière que tu connais probablement. Et elle est plus ou moins prête, il faut que je la valide. Comment on fait ? Alors, nous, tu sais, quand on fait nos releases de bières mensuelles, il y a toujours un peu la même ossature. Même si c'est à chaque fois des bières différentes, tu as toujours une Pale Ale, une IPA, une double IPA, triple IPA, des sour, des IS. Et donc, en fait, on a essayé de reprendre cette ossature-là dans les bières qu'on a mis au format brasseur amateur. Donc, on a, faudrait que je vérifie, mais je crois qu'on a une Pale Ale, une IPA West Coast, une IPA, une DIPA, une TIPA. En sour, on doit avoir Berliner Weiss, Pastry Sour. On a Imperial Stout.
Et puis maintenant qu'on fait... depuis 2023, on a fait ce qu'on appelle le brassin des brasseurs. Donc notre équipe de brassage peut chaque mois proposer des recettes qui sont brassées. Et donc ça fait des styles qui partent complètement dans tous les sens. Et donc certaines sont disponibles désormais en brassam. Je pense notamment à un exemple qui est le Lichtenheiner. C'est une recette qui avait été créée par Nils, il me semble, un brasseur à Mogio, qui est disponible en brassam. Je pense pas qu'il y ait 50 recettes de Lichtenheiner qui soient disponibles. Ouais, non, clairement. Et donc, typiquement, voilà, c'est cool qu'on fasse ça. Même des trucs tout bêtes, tu vois, une session IPA. Tu la brasses pas pareil, tu la brasses pas de la même manière qu'une IPA. Donc, et typiquement, je crois qu'il faut que je valide la session IPA. Donc ouais, c'est un peu comme ça. Il y a vraiment un peu de tout. Enfin, mettre 15 NEIPA. Oui, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais. Ça a beaucoup d'intérêt. Nous, l'idée de faire des NEIPA différentes, c'est un truc qui est important pour nous. Le style New England IPA, c'est un style qu'on fait fréquemment et les gens connaissent beaucoup Fauve pour ces bières-là. On a la chance d'être en très bons termes avec nos fournisseurs, que ce soit nos fournisseurs de houblon, nos fournisseurs de levure, qui nous permettent tous les mois d'écrire une nouvelle histoire autour du style NEIPA. Donc quand Yakima-Chief, pour pas les citer, sortent une nouvelle technologie de houblon, et donc par exemple le YCH 303, qui est le dernier produit qu'on a utilisé, qui est une espèce de mix entre des houblons cryo et du fantasme. On a la chance de pouvoir le tester au début, quasiment en premier. Et donc ça, même si en soi le Maltbill, c'est un peu le Maltbill fauve qu'on fait traditionnellement, on arrive à avoir quand même une subtilité, qui est une subtilité sur un produit que peu de gens ont goûté. Et donc, moi, il se trouve que c'est une bière qui a été brassée par Fauve, mais si c'est une autre brasserie qui l'a faite, j'aurais trop envie de la goûter, cette bière. Et donc, c'est un peu notre idée qu'on a tous les mois, même si l'ossature de bière reste la même, d'arriver toujours à écrire des nouvelles histoires. Ça peut être au niveau des ingrédients qu'on utilise, donc que ce soit sur la levure, une nouvelle souche de levure, sur les houblons, sur les maltes. Ça peut être aussi au niveau des collaborations qu'on fait avec des brasseries. Donc là, cette année, on a fait énormément de collabs. C'était une année où on a appris énormément de choses parce que, tu vois, le monde des brasseurs, c'est un monde incroyable. Tout le monde s'entraide, il y a zéro compétition entre nous. Et donc, on a eu la chance de faire des collabs avec des super brasseries françaises. On a fait des collabs avec des super brasseries aussi étrangères. Et donc, ça aussi, ça fait que même si ça s'appelle New England IPA, je reste un peu sur cette histoire-là, en fait, à chaque fois, elles sont différentes. Ouais. Je peux te citer nos 2 dernières NEIPA. C'est une qu'on a faite avec Aérofab, que tu connais très bien. Nous, ce qu'on aimait chez les NEIPA d'Aérofab, c'était qu'elles étaient beaucoup plus colorées que les nôtres. Elles étaient, tu vois, une tendance plus orangée. Ouais. Et donc, on a fait une bière fauve qui s'inspirait des NEIPA d'Aérofab. La dernière NEIPA qu'on a faite, c'est une NEIPA avec une autre brasserie incroyable de française, brasserie Galibo, où là, on a mis du Allerto Mittelfrüh en mash shopping. Donc, tu vois, c'est des trucs... À chaque fois, tu as un petit truc différent qui fait que quand tu vas acheter la bière, tu vas expérimenter une nouvelle chose. Je pense que c'est super chouette pour nos clients. Et accessoirement, c'est génial pour nos brasseurs et nos brasseuses parce que tu apprends de nouvelles techniques. Toujours des nouvelles, et tu as toujours des nouvelles choses. Enfin, tu fais pas juste changer tes variétés de houblon sur une recette qui ne bougera pas. Là, je suis allé visiter la brasserie Deya, que tu connais peut-être en Angleterre. Ils ont quasiment les 2/3 de leur volume de production, c'est la même bière. Parce que tu te rends compte, mais tu as 60% de leur production, c'est une bière. Ouais. C'est leur pale ale qui est hyper connu. Et bon, c'est un peu chiant quand t'es brasseur de dire que tu as quasiment tous les brassins qui sont la même bière, quoi. Donc voilà, nous, je crois que je t'en ai parlé tout à l'heure, mais on essaie de peu. C'est très dur de se différencier dans ce marché. Tu vois, oui, bien sûr. Toi, tu m'as posé la question comme ça. Nous, c'est une grosse réflexion qu'on a eue avec Cyprien, avec l'équipe récemment. C'était en quoi on se différencie des autres. Et il y a une conclusion à laquelle on est arrivé, qui est une conclusion qui est un peu risquée, mais une conclusion qu'on arrive à défendre super bien, c'est qu'en fait, Fauve, c'est une brasserie qui est assez polyvalente, assez généraliste. Ça découlait du fait des derniers festivals qu'on a fait où il y a pas mal de gens qui sont venus nous voir en nous disant ce qui est génial avec Fauve, c'est que c'est toujours bon. Et ça, c'est un truc, c'est un des meilleurs compliments qu'on nous a fait. On l'a fait fréquemment. Et donc, en fait, ça a découlé sur le fait que, Fauve, peut-être qu'on est un peu plus connu aujourd'hui pour les bières houblonnées, les gros jus de houblon, pour les sour et les stouts.
Mais en fait, maintenant, on fait aussi énormément de bières beaucoup plus traditionnelles. Et ça, c'est un truc sur lequel on a beaucoup accéléré en 2023. Alors, ça n'a pas encore été répandu à grande échelle, mais on a fait énormément de R&D là-dessus. Quand on parle avec l'équipe de prod, ouais, les gens adorent les TIPA et les IS barriqués, mais on est tellement content de se faire une culch en fait à la fin de la journée. Et donc, résultat, désormais, quand tu viens au brewpub, tu vois, c'est le cas aujourd'hui, à Paris, il y a une Kölsch, une Hefeweizen, une Marzen. Alors, Fauve n'est pas hyper connu pour ces bières-là. Oui, bien sûr. C'est des bières, en fait, paradoxalement, qui sont hyper dures à faire, parce que le moindre défaut, tu le vois tout de suite. Et donc, on a fait énormément de R&D là-dessus, et on a des produits qui sont beaucoup plus aboutis. Donc, on a fait des Pils, j'ai parlé des Lichtenheiner, des Schwarzbier, enfin, toutes ces bières-là qui, je l'espère, représenteront une part plus importante des bières fauves qui seront produites dans le futur. Tu penses que justement sur ces styles plutôt traditionnels, il y a une place pour une brasserie craft? Alors je pense qu'il y a la spécificité chez Fauve justement d'avoir ce brewpub où en plein Paris vous allez toucher un public de geeks mais pas que, et d'être du coup une clientèle qui peut facilement aller se tourner vers des styles plus tradis. Mais voilà, quand on est une brasserie avec une imagerie très craft, de la bière en canette, des visuels très colorés et un réseau de distribution qui est du coup plutôt craft, est-ce que c'est pas un frein ce style de bière? Si, c'est une question hyper importante que tu poses, et je te cache pas que c'est une question qui me fait pas dormir la nuit. T'as raison, c'est beaucoup plus facile à vendre au pub. La Kölsch, ici, elle est à 6,50€ la pinte. Oui. Une pinte de bière artisanale à 6,50€ à Paris, il y en a pas beaucoup. Je vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est très rare. Ouais. Donc oui, on a des bières qui coûtent très cher. On a des bières qui vont coûter, enfin je sais pas, quand on a une Tilquin mûre à la pression, je sais pas si on a une Tilquin mûre, mais on a eu, je sais pas, les Gueuse Tilquin, on l'a fréquemment à la pression. Oui, ça va être 15 balles la pinte, peut-être plus. En fait, déjà, tu la bois pas en pinte. Qui consomme une Gueuse Tilquin en pinte. Mais ça nous permet d'avoir des bières beaucoup moins chères et qui sont quand même très bien faites. Pour revenir sur ta question, ma réponse est j'aimerais que ce soit le cas. Oui. J'aimerais qu'il y ait une brasserie craft qui soit capable de faire des bières traditionnelles en plus grand volume et qui soit capable de se battre sur ce marché avec ces bières-là. Bien sûr. L'approche qu'on a avec Fauve, c'est qu'on est hyper méticuleux sur la définition des recettes, que ce soit autant au niveau des ingrédients qu'au niveau du process. Et on l'a toujours fait. J'aime pas dire ça, mais on est un peu des nazis du process chez Fauve. Rien n'est laissé au hasard. Notre recette de base d'IPA, on l'améliore sur chaque brassin. Et je pense que dans 10 ans, on sera encore en train de l'améliorer. Et on adore faire ça. Et cette recherche de l'excellence, alors je suis désolé, c'est un peu chiant ce que je raconte. Non, cette recherche de l'excellence, on essaie de l'avoir aussi sur les bières traditionnelles. C'est pour ça que quand on propose une Kölsch, une Pils, une Hefeweizen, une Marzen sur le marché, et même si on est considéré comme une brasserie craft, on le défend en disant que tout a été pensé pour que cette bière elle soit irréprochable. Ouais. Voilà. La Pils Fauve, donc c'est une bière qui s'appelle Accord Perdu. C'est une bière dont on est super fier. C'est que les ingrédients allemands. On a les meilleurs mâles de chez Weyermann. On met du Hallertau Mittelfrüh en cône. On fait une décoction. Il y a entre 6 et 8 semaines de garde. Dans le monde de la Pils, c'est irréprochable. Je ne sais pas si on est au niveau des Pils allemandes, mais en tout cas, nous, de notre point de vue, on a essayé de tout faire pour que cette bière elle soit excellente. T'as raison, c'est très compliqué à vendre. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, avec les volumes qu'on fait, on n'est pas capable de se battre sur le marché de la Pils. Mais tu vois, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'étant donné que justement les gens pensent, en tout cas ça commence un peu à rentrer dans la tête des gens, que Fauve c'est toujours bon, je reviens là-dessus, et bien trop cool, s'il y a un bar qui nous prend un fût de Pils, on est trop content. Un bar qui a 30 becs et qui a un fût de Pils Fauve, et ben je suis super content. Et même si on est à côté de la Pils de gamme qu'ils ont tout le temps, et ben à côté il y aura une Pils Fauve et puis ils arriveront à... Ça permettra aux gens de voir la différence, peut-être de se dire... Ah putain, en fait, la décoction, ouais, ça apporte quelque chose. Tu vois, et ça, c'est... Et donc, nous, on défend nos produits jamais en disant c'est une bière blonde. On dit c'est une Pils allemande qui a été brassée selon les méthodes traditionnelles allemandes. Voilà. Et donc, quand je te disais qu'on faisait des collaborations avec des super brasseries, ben, on a fait une collab avec Blech Brut. On est allé brasser une Pils chez eux, sur leur outil. On a passé 3 jours là-bas où on a bu les meilleures bières allemandes possibles. C'était génial. Et tout ça, c'est des connaissances qu'on emmagasine et qu'on essaie de faire partager dans les bières qu'on brasse
et qu'on met sur le marché. Même si de temps en temps, certaines sont plus compliquées à vendre que d'autres. Je te rejoins. En termes de format de canettes, alors si je me souviens bien, au tout début, il y a eu un peu de 33, un peu de 44, c'est un peu cherché. Pendant très longtemps, on a eu quasiment uniquement de la canette 33. Et dernièrement, on a vu réapparaître la 44 qui côtoie la 33. Alors, comment sont faits les choix? Est-ce qu'il y a une réflexion derrière tout ça? J'aimerais avoir une bonne réponse là-dessus, Alex. J'en ai pas. On n'a pas de religion. C'est vrai qu'à une époque, on s'était dit on fait que de la 33. Ça va être un de nos éléments différenciants au sein du marché des bières très craft. Enfin voilà, tu vois, tous les Piggy Pop, Pyro 144, on se dit, un moyen de nous différencier, c'est d'avoir des grosses DIPA en format 33, parce qu'en fait, mine, c'est des bières qui coûtent cher. Ça m'embête que je préférais que Fauve soit un peu moins cher, mais bon. Et donc le mettre en 33, mine de rien, ça te permet de goûter la bière, de quand même la partager avec tes potes sur une bière qui coûte un peu moins cher. Finalement, à un moment, on s'est dit le format 44, c'est quand même cool. Et donc, on a fait un choix. Jusqu'au double IPA, on met en 44. Et après, tout ce qui est triple IPA, et toutes les versions Imperial Sour et Imperial Stout, on les fait en 33. On continue même sur nos pale ale à les faire en 33 parce que c'est aussi des bières qu'on vend sur des établissements moins geeks. C'est aussi important pour nous qu'on soit pas que dans les cavistes hyper pointus et justement les bars à bière craft qui ont 30 becs. Donc notre pale ale Temps du Bonheur, qui est notre pale ale de gamme, on l'a continue de la faire en 33 et ça permet de la mettre dans des restos qui sont pas forcément des gens qui ont 15 ans d'expérience en bière craft. Donc, le format canette reste quand même un frein ou pas sur ça? C'est un frein, je te cache pas qu'on perd des clients à cause de ça. Mais au moins avec le format 33, tu es peut-être plus adapté en tout cas à la consommation au restaurant. C'est sûr que c'est plus simple de vendre une canette en 33 qu'une pale en 33 qu'une pale en 44 dans un lieu non craft, ça c'est clair. Nous on défend quand même le côté canette pour plein de points de vue. On pense que c'est bien. Je pense que c'est aussi au-delà des aspects environnementaux qui sont importants à nos yeux, il y a aussi l'aspect artistique qui fait que sur une canette t'as 95% du format qu'on peut dédier à l'artiste. Donc ça, c'est un truc qui aussi joue bien pour nous. Mais je pense que si on avait une gamme en bouteille, on vendrait plus de bière, c'est sûr. Après, en bouteille, on a vu apparaître des bouteilles, mais c'est pour des styles plus spéciaux. Voilà. Donc effectivement, donc ça c'est. On a parlé rapidement tout à l'heure. La gamme de bières élevées en barrique, donc notamment des Imperial Stout en barrique, c'est vrai que on s'est dit que pour anoblir le produit, l'idée de la mettre dans des jolies bouteilles champenoises, en bouteille donc de 75, mais aussi en 37,5 et en magnum, avec de la cire, tout ça fait un produit qui est quand même hyper chouette. Je la regarde autour de nous. Donc ça, c'est vrai qu'on était assez fiers de cette première série qu'on a lancée l'année dernière. On relance, donc normalement ça devrait sortir, alors je sais pas quand le podcast va sortir, mais ça va sortir courant décembre 2023, la deuxième série de bières élevées en barrique, toujours en bouteille. Donc là pour le coup, tu vois, on a acheté une petite embouteilleuse manuelle. Ça prend beaucoup plus de temps et rien d'automatisé, mais bon, c'est des petits volumes. Surtout si tu fais la cire après, ça. Surtout si on fait de la cire après, exactement. Alors ça, c'est très 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 long. On a quand même lancé quelques bières barriquées en canette. Au moment, on s'était posé la question, et donc ça pareil, le meilleur moyen d'avoir des retours, c'est de se lancer. Donc on a fait une série de 4 bières barriquées en canette. Puis en fait, c'était un peu spécial en plus sur le visuel aussi. Ah oui, t'as raison. Pour la première fois, on a fait un visu qui venait d'un photographe. Et donc, c'est un truc qu'on voulait faire depuis assez longtemps. Cette approche artistique fait que y a un des arts, c'est la photographie. Et donc, on a bossé avec un photographe qui s'appelle Diego Parlange, qui est génial, qui nous a fait une série de 4 photos. Et voilà. Et donc ça, les retours sur les bières élevées en canette. Ouais, je pense que y a peut-être le côté moins anoblissant, je sais pas si c'est un mot qui existe, du format, mais en fait ça a quand même très bien marché, on a très bien vendu de bière, je pense que les gens étaient contents. On a aussi lancé notre collab avec Basqueland, je sais pas si celle-là tu l'avais bu, mais on a fait une collab avec Basqueland en IS il y a 1 an, et on avait mis 3 barriques de côté, et donc 1 an plus tard on a sorti la même bière avec les mêmes ajouts, mais avec 12 mois d'élevage en plus, et celle-là aussi on l'avait mise en canette avec une étiquette un peu argentée, c'était chouette.
Mais oui, donc maintenant, il y a aussi des bouteilles. Peut-être qu'un jour, on fera des bouteilles fauves sur une gamme un peu plus permanente. Aujourd'hui, c'est pas du tout dans les petits papiers. Un des gros sujets pour nous, c'est d'arriver à financer une ligne de mise en canette. Enfin, je sais pas si tu es au courant, mais on n'est toujours pas propriétaire de notre ligne de conditionnement. Ouais, non, Donc, même après 2 ans et demi, donc à Mogio, on sous-traite encore l'intégralité de notre mise en canette. D'accord. Donc c'est plus compliqué d'être rentable quand tu sous-traites ça. Donc là, tout l'argent qu'on avait réussi à avoir au fur et à mesure du temps, on l'avait investi pour rajouter des nouvelles cuves, pour monter en volume de production. Quitte à rogner un petit peu nos marges en continuant la sous-traitance sur la mise en canette. Donc là, maintenant, nos prochains sujets, ce sera d'arriver à acquérir une ligne de mise en canette. Et ça nous permettra de gagner en confort de travail, parce que le planning de production, pour que tu vois, tous les mois, il y ait 6 et 8 bières qui soient prêtes pour un jour de mise en canette, c'est quand même ça nous fait des nœuds dans le cerveau, alors surtout à Cyprien, mais bon, finalement on arrive quand même à s'en sortir. Mais c'est vrai que si on pouvait mettre en canette tous les jours, tu vois, ça change la vie, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Ok. Je reviens sur un sujet que tu as juste évoqué tout à l'heure, c'est les festivals. Parce que Fauve a été quand même, en tout cas cette année et sur les dernières années, très présent en festival. On vous a vu un peu partout. Pourtant, j'ai l'impression que les bières Fauve sont déjà assez réputées, doivent se vendre relativement bien, en tout cas auprès d'un public averti. Il y a quand même encore, selon toi, besoin d'aller se montrer un peu partout en festival ? Je sais pas comment répondre à cette question. Besoin, peut-être pas. Ouais. Enfin, je sais pas, ce serait pas. Je manquerais un peu d'humilité si je te dirais que les bières Fauves se vendent comme ça toutes seules. Non, je pense que c'est important de garder le contact avec notre communauté. Ouais. Donc le fait d'être sur place et de continuer de raconter les histoires, d'être des ambassadeurs de notre marque, de défendre nos produits. J'espère que dans 15 ans, on le fera encore. Donc, on adore faire des festivals. On n'a pas une équipe commerciale qui est très développée. Tu sais, nous, on a un commercial, c'est Nico, que beaucoup de gens connaissent très bien puisqu'il voyage beaucoup. Il est souvent sur les photos sur Instagram, etc. Et accessoirement, c'est un super gars et qui représente super bien Fauve. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui connaissent Fauve aussi grâce à Nicolas. Donc, c'est top. C'est aussi un moyen pour notre équipe de brassage de sortir de la brasserie. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que chaque membre de notre équipe de brassage fasse, 2, 3, 4 festivals par an. Donc, on va à Nantes. Je crois que c'est Élise, par exemple, notre brasseuse à Mogio, qui va à Nantes sous pression, pour représenter la brasserie avec Nicolas. Et etc. Et ça sur tous les festivals. Quand tu es en prod et que tu brasses ou que tu te tapes des journées de conditionnement, tu sais pas, en fait, t'as pas vraiment les retours des clients. Alors quand tu vas en festival, tu vois que les gens ils viennent à son stand et ils te disent putain, mais Fauve, mais franchement c'est trop bien, j'adore ce que vous faites, merci pour les recettes de Brassam, et puis vos étiquettes elles sont trop belles. En fait, quand t'entends ça, je pense que ça permet de créer un bon attachement à ce qu'on fait. Ça permet aussi de rendre les brasseurs et les brasseuses super fiers de ce qu'ils font. Et quand je vais à Montpellier, j'essaie de leur répéter, c'est franchement, vous pouvez être trop fiers de ce que vous faites. Donc la dernière fois que j'y suis allé, c'était, je crois, le lendemain de la dernière mise en canette, où en fait, j'avais pas encore bu les bières, puisque moi j'habite à Paris, donc je les déguste avec eux, je goûte les trucs, franchement, tout était trop bon. Et je vous dis, mais vraiment, soyez fiers de votre travail. C'est incroyable les bières qu'on arrive à sortir. Donc voilà, et les festivals, ça permet de véhiculer tout ça. Alors ça, c'est pour les festivals en France. On a aussi la chance récemment d'être invité à pas mal de festivals à l'étranger. Okay. On est allé, par exemple, je sais pas, on est allé en Norvège au festival de l'Ervig, What's Brewing. On est allé au festival en Estonie organisé par Pojala, le festival à Barcelone, le MASH, organisé par Garage. Moi, je suis allé chez North à Leeds, en Angleterre. Enfin, tu vois. Ouais. Ça, c'est. Je suis allé à Leeds, on n'a toujours pas vendu une canette en Angleterre. Oui, ce que j'allais dire, du coup, est-ce que tu as des marchés qui sont ouverts avec l'export ou... Alors, grâce à ça, oui. Maintenant, on exporte dans une quinzaine de pays. D'accord. C'est vrai qu'en allant à l'étranger, ça permet de suite de rencontrer des gens. Il y a des gens qui viennent te voir. Et c'est aussi un bon moment pour parler du marché français. En fait, le discours, je te cache pas, c'est toujours le même. C'est en France, vous êtes connu pour le vin, on savait pas que vous faisiez la bière.
Et en fait, ils goûtent Encore nos bières. là, maintenant, en 2023, Ouais, avec encore toutes les brasseries qu'on a et qui font quand même des trucs super quali maintenant, on n'a toujours pas cette c'est vrai, réputation c'est vrai. de... Le discours maintenant, c'est plus il y a 3-4 ans, la bière en France, c'était un désert absolu. Maintenant, on commence à voir des brasseries françaises qui apparaissent, c'est génial. Et c'est vrai, et je pense que le marché français de la bière craft ces 5 dernières années, il a explosé. La qualité des bières qu'on a sur les festivals en France en ce moment, c'est ouf. Et donc, on essaie à notre niveau de représenter les bières fauves, les bières françaises à l'étranger. Et on essaie de le faire comme on peut. Et puis en fait, en allant à l'étranger, c'est là qu'on rencontre aussi des distribs. Et donc, ils nous disent putain, vos bières, elles sont bonnes. Le packaging, il est trop chouette. Et donc petit à petit, on exporte un peu partout maintenant. Donc c'est cool. Alors, c'est encore une part assez faible de nos volumes. Mais tu vois, mon épouse est suédoise. Quand on a envoyé la première palette en Suède, j'étais fier, quoi. Ouais, tu je voulais passer à un point, du coup maintenant on parlait plus un peu de l'avenir. Est-ce qu'il y a des choses dans les cartons ou des ambitions pour l'avenir? Moi je pensais notamment côté brewpub. Le format ici marche bien. Est-ce qu'il y a peut-être des ambitions d'avoir d'autres brewpubs? Alors je sais pas, soit sur différents arrondissements de Paris, soit je sais pas, du coup peut-être un brewpub à Montpellier vu que la brasserie est là-bas, ou se développer. Ouais, alors brewpub, il n'y a absolument aucun plan. On a été invité à un podcast récemment avec Cyprien pour parler justement du format brewpub. Ouais. Et c'est lourd à porter un brewpub comme ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous disant j'aime bien ce que vous faites et moi aussi je veux lancer un brewpub. Je pense que c'est dur, vraiment. De combiner donc la partie facile selon moi qui est la partie bière qui est notre passion avec une partie de restauration quand t'es pas restaurateur. Oui. C'est-à-dire moi je dis aux gens c'est génial si vous y arrivez, franchement allez-y plein faire parce que le résultat, je pense que le lieu qu'on a créé ici est vraiment vraiment cool. Vous n'allez aussi pas beaucoup dormir. Ouais. C'est dur à financer. Alors nous on fait le cas extrême parce qu'en plus il fallait le faire à Paris. Oui. C'est stressant. Tu vois, moi, je faisais des cauchemars au début où j'étais derrière le comptoir et je voyais des gens qui passaient dans la rue, avec plein de gens qui passaient et qui passaient jamais la porte du brewpub. Okay. Vraiment, je faisais des cauchemars comme ça. Donc, je pense que c'est un modèle incroyable pour parler de ta marque dans les meilleures conditions et présenter ton travail avec fierté. Je pense que c'est aussi très dur. Donc, en avoir 15 comme d'autres sont en train de le faire en France, pas du tout. Avoir un bar à Montpellier, peut-être. Mais honnêtement, on a visité aucun local à Montpellier, on l'a pas fait. On a notre petite taproom à Mogio qui marche très bien. Et tu vois, les gens qui ont les moyens de prendre un transport en commun et de venir à Mogio ou de prendre une voiture et de se garer sur le parking de la brasserie pour venir déguster des bières au pied des cuves, ils peuvent déjà le faire. Alors, je te cache pas qu'on n'a pas fait beaucoup d'investissements, tu sais, c'est vraiment à la bonne franquette, c'est des tables de camping et on a un comptoir mobile avec 6 bières à la pression. Mais je pense que ça fait aussi son charme, tu vois. On est une brasserie craft. Ce qu'on a fait à Paris, il n'y a peut-être pas le même niveau de détail à Paris que ce qu'on fait à Montpellier. Et donc maintenant, on a une petite communauté de gens qui viennent nous voir à Mogio le soir et c'est super. Donc non, enfin nous ce qu'on veut faire c'est monter en volume de production. Donc là, comme je te le disais, dès qu'on a eu de l'argent, on a rajouté des fermenteurs. On aimerait continuer à financer d'autres fermenteurs et donc on est constamment en discussion avec les banques pour ajouter des nouvelles cuves. Mais avant ça, l'objectif c'est quand même de financer la ligne de mise en canette et ça nous simplifiera vraiment grandement la vie. On a eu un gros travail cette année sur l'ergonomie, aussi le confort de travail pour l'équipe de production. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut continuer aussi l'année prochaine. Donc en fait, si tu prends toutes les étapes de brassage, en fait, à chaque fois, il y a des trucs qu'on peut améliorer. Donc la dernière acquisition qu'on a faite, c'est une ligne de mise en fût, principalement dédiée au kick-egg, mais qui nous permet d'éviter d'avoir à retourner des fûts pleins. Et donc résultat, c'est un confort de travail qui est vraiment inégalé pour remplir des fûts kick-egg. Et donc ça va arriver bientôt. Et puis ça coûte un peu d'argent. Hein, oui, mais j'imagine. Et voilà. Et non, continuer de faire ce qu'on fait. Je t'ai parlé du sujet
très ennuyeux, de la fiabilité, mais qui est un sujet qui est très, très important à mes yeux, par respect notamment pour nos clients professionnels hein, qui tirent nos bières et qui aiment bien quand les bières elles se tirent bien. Et puis je pense que notre gamme de bières, j'en ai parlé un peu, va évoluer vers des bières de plus en plus tradies, avec cette gamme de bières classiques comme on l'appelle, avec, je l'espère, de plus en plus de fermentation basse, hein, des Pils, des Marzen, des Schwarzbier. Là j'ai parlé de la bitter, tout en restant dans notre approche avec beaucoup de variété, beaucoup de créativité. Tu vois, j'ose pas le dire, mais il y a certains styles de bière, j'y pensais encore ce matin, j'ai bu en Angleterre des Pils à la purée de pêche. Ces trucs, je trouve que ça va pas hyper bien ensemble. Ouais. Mais est-ce que Fauve fera pas une Pils à la pêche plus tard, je sais pas. J'ai l'impression que... Enfin, moi, j'ai un amour absolu des Pils toutes simples. Je pense à un truc qu'on partage avec beaucoup de gens dans notre équipe. Si tu viens ici ce soir, tu verras en fait que l'équipe, ils vont prendre une Pils, ils vont prendre une pêche, ils vont prendre une Marzen. Mais on a cet ADN créatif qui fait qu'en fait, on a fait 1 milliard de styles hyper différents et donc peut-être qu'on combinera ça à un moment ou à un autre, je sais pas. Ok. C'est ça qui est génial dans la bière craft, non ? Bien sûr. Bah, oui. On peut se permettre d'avoir beaucoup moins de freins que prendre une brasserie tradie allemande qui, elle, va être très carrée sur sa loi de pureté. Ouais, complètement. On peut se permettre d'être créatif, donc autant y aller. Oui. Ouais, et puis on a parlé un peu des barriques. Alors pour le moment, on a fait que des releases d'Imperial Stout et de Barley Wine. C'est encore ce qu'on va sortir cette année, là, en décembre 2023. On a commencé un programme de fermentation mixte, fermentation spontanée aussi en parallèle, qui est pas prêt. Donc ça, c'est un truc malheureusement qui prend du temps. Et on viendra quand ça sera prêt. Hein, c'est le genre on a envie toujours pareil de faire des bières irréprochables. Et donc, tant qu'on n'est pas content, on sortira rien. Donc, je sais pas, peut-être que ça sortira toujours pas en 2024. Donc voilà, je sais pas trop si je dois vraiment en parler. Et par rapport déjà à l'objectif de croissance, avec votre installation actuelle à Mogio, avec la salle à brasser, il y a encore des possibilités de croissance avec l'ajout de fermenteurs ou... Ouais, il y a encore des possibilités de croissance. Un truc tout bête, c'est déjà si on a la ligne de mise en canette, je crois qu'on a fait des calculs, on peut faire 20-25% de bière en plus, tu vois. Ouais, parce que tu as une rotation plus optimale de tes fermenteurs. Après, tu as d'autres équipements. J'ai parlé avec beaucoup de brasseries étrangères qui me parlent des centrifugeuses. Une centrifugeuse, ça te fait gagner du temps. On a de plus en plus de brasseries en France qui s'équipent d'ailleurs. Ouais. C'est horriblement cher, hein, mais pour le coup, une centrifugeuse, ça te permet de faire des meilleures bières, des bières avec, tu vois, tu peux maîtriser ta turbidité. Ouais, tu gagnes du temps parce que t'es pas obligé d'avoir autant de garde à froid pour faire pour la sédimentation. Mais c'est pas que ça. T'as moins de pertes aussi. T'as moins de pertes aussi. Donc t'as les volumes optimisés. À tous les niveaux, c'est génial. Ouais. À tous les niveaux, c'est génial. Sauf financièrement. Sauf l'investissement. Sauf financièrement. Mais bon, tu sais, il y a des moyens d'obtenir des subventions. Alors, avec une centrifugeuse, c'est plus compliqué que sur typiquement les équipements dont je parlais qui permettent d'améliorer le confort de travail et de minimiser les accidents du travail et les maladies du travail. Donc nous, on a eu des subventions de la région Occitanie, on les remercie aussi beaucoup là-dessus. Mais donc, typiquement, si on arrive à financer une centrifugeuse, tu gagnes encore du temps. Bien sûr. Et donc, ça te permet de faire plus de volume. Nous, aujourd'hui, on n'est pas une très grosse brasserie, on fait 3000 hectos à l'année. Okay. Si on peut monter à 4000, 5000, ce serait top. Donc voilà, je sais pas encore trop de quoi l'avenir sera fait. Ouais. Mais déjà, tu sais, des fermenteurs de 40 hectos, pour nous, c'est beaucoup. Hein. Ouais, quand t'as 40 hectos, la première fois, tu te dis, mais à qui je vais vendre ça ? Oui. Heureusement, on a des très bons partenaires qui peuvent nous prendre quand même des palettes de temps en temps. Mais aujourd'hui... on a plus de demandes que ce qu'on produit. Donc en fait, ça me fait pas... je suis assez serein. Je veux dire, si demain, on arrive à financer une centrie ou une ligne de mise en canette, et qu'en fait, tout de suite, on fait 30% de volume en plus, je pense qu'on arrivera à les vendre. Et donc c'est une croissance, je pense assez raisonnée. Ce qu'on dit à l'équipe, c'est que jamais on ne sortira une bière dont on n'est pas fier. Okay. Donc, on a lancé une gamme permanente. La gamme permanente, c'est grosso modo tout le savoir-faire qu'on a eu sur nos techniques de dry hopping, sur la sélection des ingrédients, sur nos procédés de brassage, sur des bières où on rogne un petit peu sur nos marges pour les faire un petit peu moins chères. Mais c'est des bières dont on est hyper fier, qu'on adore boire. Pour le moment, on en a 2 et on aimerait bien en mettre 2 de plus.
Mais jusqu'à présent, Fauve a jamais fait une bière pour sortir un truc à 1 euro le litre, pas bon. Jamais. Et quand tu dis justement cette phrase, jamais on sortirait une bière dont on n'est pas fier, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une bière qui, en fin de fermentation, à froid, vous dites ça correspond pas à ce qu'on voulait faire, c'est pas bon, et de la balancer, de la... Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et ça fait partie de l'objectif d'excellence qu'on s'impose. Donc si un truc est pas bon, évier. C'est chiant, mais si on faisait une gamme blanche blonde ambrée, on mettrait moins de bière à l'égout. Hein. Tu sais, c'est un peu le lot de tenter des trucs, d'avoir cette approche créative, je pense, qui nous représente bien. Et de temps en temps, il y a des loupés, c'est pas grave. On se dérisque en les tentant d'abord à Paris. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Bien sûr. En fait, tu fais 500 litres à Paris, en vrai. Oui. En 15 jours, la bière, elle est bue, elle est un peu moins bonne. Oui, ça nous arrive. Tu vois, je peux te parler, on avait fait une IPA avec des zestes d'orange à Paris. C'était vraiment pas bon. Elle n'est pas arrivée à Montpellier, celle-là. Mais je crois qu'on n'a même pas... Non, elle n'est pas arrivée à Montpellier, mais je crois qu'on n'avait même pas tiré les 500 litres. D'accord. Je crois qu'on avait fait 200 litres pour voir un petit peu les retours. Je pense que les retours étaient alignés sur ce qu'on pensait de nous de la bière. Et donc, après, la cuve de service, elle a fini au train. Et voilà, encore une fois, c'est pas grave. On a quelques batchs tous les ans qui sont pas conditionnés. Voilà, c'est pas très grave. Il y a aussi, de temps en temps, tu vois, un deuxième dry-up qu'on fait au Hopgun, qui bouche le Hopgun et sur lequel on perd 500 litres, 1000 litres. Ça arrive. Ça arrive même régulièrement. Et donc c'est ennuyeux parce qu'on perd de la bière. La bière reste bonne quand même, mais simplement tu n'as pas autant de bière conditionnée que ce que tu avais en tête. Donc ça c'est... voilà, si on avait une brasserie full auto et qu'on faisait que des blondes d'ale à 5 degrés sans goût, c'est plus facile de faire de la bière. Ouais. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que moi j'avais préparé. Je ne sais pas s'il y a des sujets que j'aurais ratés, qui te tiennent à cœur, que tu veux rajouter. Non, écoute, j'adore parler du projet parce que je le fais pas souvent. Et en fait, tu vois, en parler avec toi aujourd'hui, ça me fait me rappeler les débuts. On était là avec Cyprien, où Cyprien arrivait à 8h du mat le matin pour brasser, et il était avec moi jusqu'à tard. Alors c'est moi qui faisais la fermeture parce que je me levais un petit peu plus tard que lui, et donc c'est moi qui terminais à 3h du mat pour que lui il aille se coucher un peu plus tôt parce qu'il brassait le lendemain. Enfin, tu vois, ça c'est des bons souvenirs. Je pense que ça nous a beaucoup rapprochés tous les deux, et on a quand même vécu des trucs assez chouettes grâce à cette expérience de brewpub. Et puis toute l'expérience qu'on a au magazine ici maintenant, on arrive à la partager à un maximum de gens, puisque maintenant on est distribué dans les réseaux un peu partout. Fauve va recruter des gens, donc si vous aimez Fauve et que vous avez apprécié ce qu'on dit et que vous allez sur notre site internet et vous ressentez un peu les valeurs qu'on essaie de véhiculer et que vous voulez postuler, venez chez nous, on sera toujours content d'en parler. Et puis si vous êtes Brassam, posez-nous des questions, on sera ravis d'en discuter, et puis je sais pas, et puis vive la bière craft quoi. Et puis j'espère que dans 15 ans on pourra se revoir tous les deux dans cette même salle et qu'on fera un petit flashback sur tout ce qu'on a fait, et peut-être que on se rappellera de ce moment-là avec aussi un peu de nostalgie. Mais c'est des années incroyables qu'on a à vivre parce qu'il y a tellement de choses à faire découvrir autour de la bière craft qu'en fait ça va être top. Donc on a hâte. Super. Et du coup, je rebondis rapidement sur ce que tu as évoqué aussi sur les gens qui veulent consommer de la bière fauve. Ouais. On peut vous trouver où? Alors forcément, en tant que Parisien, il faut venir ici consommer sur place des bières toutes fraîches dans des temps de service. Et sinon, partout en France, il y a des réseaux de distribution, donc on se la trouve facilement. Ouais, donc t'as raison, évidemment à Paris et à Montpellier. Donc on vend sur place à consommer ou à emporter. On vend sur notre site internet aussi, et on expédie partout en France et même en Europe directement sur le site. Donc c'est facile. Sur le site d'ailleurs, pour tous les bons fans de la brasserie, on peut trouver les bières, mais pas que, parce que vous avez quand même aussi, on leur a pas trop parlé, mais une image qui est assez développée, pas mal de beaux merch, de trucs sympas. Ouais.
on essaie de. Alors, j'espère qu'on est meilleur sur les bières que sur le merch, mais on essaie d'être bon sur le merch. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Non, ouais, tu vois, on a des jolis verres, il est joli ce verre. Ouais, il est trop beau. Donc oui, effectivement, on peut aussi acheter du merch en ligne. Pour nos clients professionnels qui nous font des commandes, il y a aussi du merch qu'on offre à chaque fois, soit via nos distributeurs, soit chez nous. Et puis maintenant, je pense qu'on est distribué dans les bons réseaux dans des établissements spécialisés de bière artisanale, de bière craft. Alors on n'est pas présent du tout en grande surface malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement. Tout dépend du point de vue. Ouais. Mais bon, s'il y a des gens qui pensent trouver de la fauve au Carrefour, ils n'en trouveront pas malheureusement. Et puis non, ouais, dans les bons bars craft et on essaie maintenant aussi de, comme je le disais, de s'étendre vers des gens un petit peu moins craft. Tu vois, on commence à avoir des bars sur les grands boulevards. On vient de rentrer un bar qui a un bec permanent de Rejaillir le Feu en face du Grand Rex à Paris. Brassy-Madeleine, si vous voulez y aller. Je suis trop fier de savoir qu'en fait, il y a des gens qui vont se poser, qui vont dire bonjour, je voudrais une bière. On va leur proposer une blonde et on va aussi leur proposer une IPA. L'IPA, c'est Rejaillir le Feu, une bière avec 12 grammes par litre, avec 20% d'avoine pour avoir une texture incroyable, et du sabro. Parce que t'aimes pas le sabro? Je déteste ça. Ouais, mais sabro. Mais désolé, il y a un tiers de sabro. Et ben, ces des produits-là, tu peux pas les trouver dans des bars normaux. Donc, je suis super fier de savoir qu'il y a des gens qui vont peut-être découvrir les NEIPA un peu par hasard en sortant d'un concert ou en sortant d'une représentation Rex. Voilà. Super. Et merci beaucoup encore pour l'accueil au Brewpub. C'était super chouette de pouvoir échanger avec toi. On a appris plein de belles choses sur la brasserie, qui d'ailleurs, en plus, a un parcours assez atypique et intéressant. Pour tous les auditeurs, j'espère que l'épisode vous a plu. On se dit à bientôt et merci Antoine, à bientôt. Salut. Merci Alex, salut.